N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants et de la bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, nous accueillons une femme qui m'avait interrogée dans son podcast il y a 2 ans. Elle s'appelle Marie-Astrid. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lucie, merci Mhm. beaucoup. Je suis très heureuse de te retrouver ici, dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureuse. Ça fait du bien de te voir à nouveau. Et les rôles sont inversés, mais c'est très, Ouais. très plaisant. Oui, oui, je vais bien. Je te remercie en ce lundi matin. Je te laisse te présenter comme tu souhaites. Oui, alors c'est toujours un exercice qui n'est pas facile. Alors, je m'appelle Marie-Astrid, j'ai 38 ans. Je vis depuis bientôt 1 an à La Rochelle, après avoir pas mal bourlingué en France et à l'étranger. Je suis chef de projet sensoriel à mon compte. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que tu veux bien aussi nous présenter ton parcours, dans quel milieu tu as évolué? Là, tu m'as dit que tu avais fait un bilan de compétences. Voilà, est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Alors, mon parcours est assez atypique. Au début, j'ai essayé de suivre les rails qui Mhm. avaient été pensés pour moi. C'était OK. Parce que bon, à 20 ans, 23 ans, on ne sait pas trop encore ce qu'on veut faire. Enfin, pour ma part, en tout cas, il y a des gens qui savent. Hein, mais... et donc, j'ai un parcours dans le commerce. Alors, au départ, commercial terrain pour des produits de grande distribution et parapharmacie. Et ensuite, je me suis reconvertie. J'ai repris des études à peu près 4-5 ans après. Et je me suis spécialisée dans le monde du vin avec plein de casquettes différentes. Aussi bien au commerce qui était ma valeur, j'allais dire refuge et mon expertise de base, mais que j'ai étendue à l'international. Et aussi bien dans l'événementiel, le no-tourisme, la communication, le marketing, etc. Donc, je suis vraiment, alors, ce qu'on appelle couteau suisse. Alors, moi, je me faisais appeler tire-bouchon. C'était pour avoir l'image un peu associée au domaine d'activité. J'ai très rapidement créé une auto-entreprise parallèlement à mon salariat pour exprimer toutes mes facettes et ce désir de créer tout le temps. Ça dès 2017. Et voilà, un peu la trame de mon parcours professionnel. Je me suis formée à beaucoup de choses, aussi bien professionnelles que personnelles, en développement personnel. Et de ce fait, c'est un chemin de vie. Je pense toute sa vie, on apprend à se connaître, à décloisonner un petit peu, faire la part des choses entre ce qu'on en est vraiment et ce que l'on a voulu, ce qu'on a attendu de nous, etc. Et je me suis, peut-être la quarantaine arrivant aussi, je me suis interrogée sur qui j'étais vraiment, ce qui me plaisait vraiment d'un point de vue professionnel. Est-ce que ce qui me plaisait en niveau perso pouvait correspondre à un métier, enfin des choses comme ça. Et donc, effectivement, j'ai entrepris un bilan de compétences au mois de novembre qui s'est terminé en mai dernier. Et c'était chouette. Et 9 mois de bilan de compétences, donc une belle naissance à la fin. Ouais. Voilà. Justement, tu parles de connaissance de soi. Est-ce que pour toi, c'est un levier pour prendre des bonnes décisions, avancer? Comment tu le perçois, toi? Oui, je pense que ça peut être un levier, que ça peut être une force dans les moments de doute, parce que on est souvent comme une locomotive, on est dans un quotidien, on est dans une routine, ça marche, voilà, c'est confortable ou inconfortable, mais ça fonctionne, donc on continue. Et le développement personnel ou la connaissance de soi, au sens plus large, permet quand même de lever la tête à un moment donné et de s'interroger, de savoir est-ce que c'est ce que je veux vraiment ou est-ce que c'est ce qu'on attend de moi. Je pense que ce réalignement, cette bouffée d'oxygène que l'on peut s'autoriser à faire est nécessaire et le plus tôt possible pour être dans un mieux-être personnel ou professionnel en fait. Parce que, parce que alors j'allais dire c'est un équilibre, c'est difficile comme mot parce que l'équilibre, j'y crois pas tellement, mais en tout cas dans une harmonie de vie pour être bien dans ses pompes, quoi. Mm. Mais oui, oui, je reste persuadée et c'est une quête d'une vie, mais Ouais. d'apprendre à se connaître vraiment
Et c'est compliqué aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des attentes sociétales, enfin, voilà, j'allais dire même d'un point de vue international, etc., de se dire, OK, malgré tout ce qui se passe autour de moi, est-ce que je peux m'autoriser à avoir ces bulles ou cette bulle, de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me correspond vraiment? Qui je suis vraiment? Avant d'arriver vers une crise, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Mmh. Super, chouette ton retour. Justement, quand on a un petit peu préparé l'épisode, tu me disais que tu avais créé le club de vin de La Rochelle. Voilà, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Alors, oui, alors c'est pas le club de Van Orgel, j'adorerais qu'on Mmh. l'appelle comme ça. Bah, voilà. Non, non, mais c'est en fait, ce qui s'est passé donc quand je me suis reconvertie dans le monde du vin, enfin ou quand je me suis spécialisée peut-être, c'est peut-être plus juste comme terme, en 2014. Quand je suis rentrée, alors c'était une année un peu, fabuleuse et extraordinaire parce que c'était un master, autour du monde, que j'ai effectué. Donc j'ai visité 26 pays en 1 an et cetera et je venais pas du tout de la filière vin et donc novice, j'étais en face de personnes qui quand même qui avaient un petit peu baigné dedans ou des enfants de vignerons Ouais. ou tout ça et alors il y a eu une période, où je me suis sentie un peu, pas, non légitime, mais un peu impostrice. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais un peu le Oui, syndrome oui. de l'imposteur. Et donc je me suis dit: «OK, bah, prends tout ce que tu as à apprendre pendant cette année». C'est une année en immersion totale. J'ai fait l'éponge clairement et je suis rentrée, bon bref, j'en ai fait mon métier par la suite. Mais je me suis dit: «Bah, c'est dommage quand même, toute cette connaissance que j'ai acquise, que j'ai en plus, continué à apprendre». Enfin, le monde du vin, c'est un iceberg. On pense toujours connaître beaucoup de choses, mais Ouais. enfin, on ne sait jamais tout. Et donc je me suis dit: «Bah, moi, je veux le transmettre à mon tour, en fait, quelle que soit la façon» et surtout que je l'ai appris d'une façon, je pense différente d'autres personnes, mais à travers mes 5 sens. Donc je me suis amusée à faire, des bocaux en verre avec, des fruits, des légumes, des épices qu'on retrouve dans les arômes du vin. On a fait des tests avec les yeux bandés. Enfin voilà, j'ai essayé de l'apprendre corporellement, si je peux appeler ça comme ça. Moi, c'était ma manière d'apprendre, enfin, ma façon d'apprentissage, ma manière d'apprendre. Pardon. Et de ce fait, j'ai rencontré 3 consoeurs à l'époque à Aix-en-Provence et on s'est dit: «Allez, on adore manger, on adore déguster, se partager, l'aspect transmission et cetera» et j'étais la valeur, experte du vin. On a dit: «Bah, on lance un club de vin, 100 féminin», enfin du moins, les femmes qui tenaient l'association étaient enfin, c'était des femmes, du coup, les membres. Et après, c'était ouvert hommes et femmes. C'est pour ça OK. on l'avait appelé Wine and Woman Club, parce que le mot woman en anglais, c'est le seul mot qui contient les deux sexes. On avait mis un point après le O. OK. Bref, c'était un peu léger. Bon, on a attiré beaucoup de femmes, clairement. Et donc, j'ai mené ce club de vin à Aix-en-Provence où j'habitais avant 2019 pendant 1 an à peu près à transmettre pendant 2 heures tous les 15 jours sur des thématiques différentes. Et ensuite, bah, pour raison personnelle, j'ai déménagé, j'ai été maman, donc c'était pas hyper compatible avec une grossesse. Bon, bref. Et il y a eu le Covid, tout ça, donc les gens n'osaient plus se retrouver. Aussi, ça a été assez frustrant. Et puis, je l'ai relancé là, il y a quelques mois à La Rochelle. Euh, Toujours cette envie de transmettre, toujours cette passion de me dire, OK, c'est des valeurs refuge humaines. Alors, pas le vin, forcément, on n'est pas obligé de boire pour avoir ces valeurs-là, mais en tout cas, moi, ma valeur, c'est de rassembler, de connecter et de transmettre. Et ça, c'est vraiment important et c'est ma trame, je pense, de toute ma vie. Et donc, aujourd'hui, je l'utilise via le médium vin, mais demain, ça sera peut-être via autre chose. D'ailleurs, le podcast en fait partie. Mais, ouais. Donc là, je rassemble les gens une fois par mois. Donc là, Ouais. ça va être le 4e atelier, si je ne m'abuse. Et autour de thématiques et en plus, avec un petit quelque chose en plus sensoriel pour les aider à mémoriser et à faire les pas de côté dans l'apprentissage. Top. Donc il y a une thématique à chaque fois Oui. différente? D'accord. Bah, là, ça y est, je rentre un peu dans le vif du sujet parce qu'on est au 4e atelier quand même. Au départ, c'était très vaste, pour avoir vraiment, faire tomber les barrières, permettre, de pouvoir s'exprimer librement sans se dire: «Attends, mais je connais pas telle étiquette, telle appellation, je me sens nulle». Ça, je voulais vraiment l'éviter, un peu comme
une activité brise-glace quand on rejoint un groupe. Donc, très rapidement, je suis partie sur d'autres exercices, entre guillemets, alors j'aime pas ce terme, mais activités, Oui. pendant l'atelier, pour reconnecter aux 5 sens et à l'enfant qui est en nous, parce que quand on est enfant, on se permet de jouer et d'oser se tromper. Et, et là, je les pense comme ça, les ateliers. Et là, on rentre dans une thématique et le prochain est sur la Provence parce que je suis issue de Provence. Et puis, j'y ai travaillé de nombreuses années. Et pour moi, c'était important aussi de faire rayonner cette région viticole qui n'est pas que du rosé. Et donc, voilà, je les embarque en Provence la semaine prochaine. Est-ce que c'est l'apprentissage que tu aurais aimé avoir? Parce qu'on dit toujours qu'on crée ce qu'on aurait aimé avoir. Est-ce que tu aurais aimé apprendre le vin de cette manière? Alors, je vais te dire oui, mais parce que ça s'est passé ainsi. Alors, pas comme moi je le traduis, pardon. Néanmoins, j'étais en immersion, j'étais dans l'expérimentation pendant 1 an quand j'ai appris le vin et de ce fait, je pense que la notion de mémorisation, d'apprentissage se fait beaucoup plus facilement que simplement être assis, derrière des fiches que j'ai fait par la suite et je critique pas du tout. En tout cas, passer par l'expérimentation, m'a permis à moi de retenir parce que j'avais associé ce vin à ce moment avec ces personnes, à ces odeurs et cetera. Et puis, ouais, je pense que d'être dans l'action permet un meilleur apprentissage, et ça, on peut l'étendre à toutes les sphères de notre vie. Oui. Et voilà et donc je pense que je l'ai traduit ainsi, pour qu'ils expérimentent, qu'ils n'aient pas peur de se tromper parce que de toute façon le vin est subjectif, parce que c'est du ressenti et ainsi mémoriser. Et s'ils retiennent, si c'est tel vigneron, tant mieux, mais c'est pas le but du club. Le but du club, c'est de passer un super moment, de parler entre nous, d'oser accepter que l'autre ne pense pas comme nous et ne ressente pas la même chose. Donc c'est vraiment un outil de communication interpersonnelle en fait, d'être à l'écoute de l'autre, de ses ressentis et de dire: «C'est OK, en fait, ce que tu ressens et c'est OK que moi je ressente pas la même chose». Tu as un lien très fort, à tout cet univers sensoriel. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Alors, il y a une vraie raison. Et je suis contente de pouvoir l'aborder parce qu'à l'époque, je ne trouvais pas de ressources sur ce sujet. En fait, à l'âge, de 17 ans, je me suis rendu compte que j'entendais pas très bien de l'oreille droite. J'avais moins de 30 à peu près. Je ne veux pas parler de décibels, mais à l'oreille droite et je m'en étais pas rendu compte et de ce fait, j'avais toujours compensé par l'observation, la communication non verbale et cetera et bref, j'ai dû être appareillée, après 2 échecs, chirurgicaux. J'ai dû être appareillée, 4 ans à peu près, 4-5 ans avant de pouvoir réentendre. Mais entre-temps, j'avais encore plus perdu. J'ai perdu 80. Hem Et ça a été un vrai catalyseur, et révélateur dans ma vie. Ça a été aussi, beaucoup de peine au début et puis c'est devenu une force. Mais en tout cas, grâce à ça, parce qu'aujourd'hui avec beaucoup de recul et beaucoup d'expériences vécues depuis, j'en ai fait une force et ça m'a permis aussi de me former à d'autres sens. Donc l'aspect visuel, je l'avais développé, par compensation naturelle. Je pense que j'avais beaucoup de tactile aussi, étant, issue d'une région latine, on a le geste facile et j'ai toujours eu cette appétence-là aussi, masser et cetera. Et donc je me suis formée, je peux dire depuis 5 ans, 5-6 ans à d'autres sens, enfin d'autres pratiques sensorielles. Donc le vin en a fait partie bien évidemment, avec le nez et la bouche, si je puis dire, parce que je suis aussi une grande gourmande, donc la nourriture en fait partie, la gastronomie aussi. Je me suis formée dans l'alimentation, je me suis formée dans le massage, j'ai lancé un podcast. Donc je suis allée explorer vraiment, ces sphères, sensorielles, pour aussi, je pense, apprendre à me reconnecter à moi et à l'environnement. C'est-à-dire l'environnement, les gens, mais aussi, l'environnement naturel et d'être à son écoute aussi et plus dans le respect des gens et de la nature de ce fait. Donc voilà, c'est un problème auditif qui est à la base un handicap, parce que c'est, une maladie, qui s'appelle l'autospongiose et qui est une maladie qui évolue toute sa vie. Donc aujourd'hui, elle est stable, j'entends parfaitement sans être appareillée. Ouais. Hem
parce que j'ai trouvé un super chirurgien à l'époque qui a réussi après 2 échecs. Néanmoins, c'est une maladie qui peut revenir, qui peut évoluer, ça peut toucher l'oreille gauche ensuite, et cetera. Je peux la transmettre à mes filles. Voilà, donc il y a ce filigrane dans ma vie. Je n'y pense pas tous les jours aujourd'hui parce que je ne suis plus embêtée, handicapée par cette gêne. Néanmoins, ça fait partie de mes racines aujourd'hui. Ouais. J'aimerais qu'on aborde maintenant ton podcast. Ouais. C'est quoi le pitch? Comment tu l'as lancé? Alors, je ne sais même pas si j'ai un pitch, mais si, en fait, c'est des récits pour les gens qui osent rêver et qui osent se lancer en fait, dans des projets. Comment je l'ai lancé? Donc, donc le podcast s'appelle Artisens. J'aimais bien le jeu de mots avec les artisans des sens. Et je voulais donner la parole à des gens qui m'entouraient à la base, que j'admire, pour plein de raisons différentes, par leur courage, leur offre de produits ou de services, et cetera. Et surtout par le virage qu'ils ont pu prendre dans leur vie à un moment donné, quelle que soit la raison, et qui ont cherché du sens dans leur vie et qui ont transformé leur vie professionnelle grâce à ça, enfin dans cette quête de sens, ou alors vers un métier sensoriel. Alors, c'est pas forcément les 2 réunis, ça peut être, des gens qui, dès le départ, ont choisi un métier sensoriel ou alors vraiment qui ont pris ce virage. Donc, j'ai commencé, par des gens de mon entourage, parce que j'ai toujours aimé mettre les gens en valeur, ou les initiatives et donc là, j'ai commencé, voilà, à contacter des amis, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Je suis très entourée de femmes. Là, j'ouvre à beaucoup d'hommes aujourd'hui parce que j'appelle à la complémentarité sur ce podcast et dans la vie en général. Donc, c'est vraiment des gens qui ont des parcours de vie fabuleux, qui ont su surfer sur les vagues de la vie professionnelle ou personnelle, qui ont vécu des choses, des expériences pas toujours simples et qui ont décidé de se choisir à un moment donné et d'emprunter une voie qui avait du sens pour eux et qui pouvait avoir du sens pour les gens. Voilà ce que je pourrais te dire du podcast. Donc je te disais tout à l'heure, il y a 35 épisodes, parce que le 35e sort aujourd'hui. Donc c'est vraiment donner la parole à tous ces faiseurs et ces artisans d'essence qui Hem, m'entourent ou que je ne connais pas. Qu'est-ce qui t'a apporté ce podcast? Quel regard, tu portes dessus aujourd'hui? Hem, alors ça m'a aidée à me dépasser aussi, dans la posture, de l'animatrice, de l'host, j'allais le dire en anglais, de l'hôte C'est pas du grave. podcast. Oui, pardon. C'est vraiment cette posture aussi de donner la parole. Donc, ça m'a donné conscience aussi que les gens osent se confier à mon micro. C'est hyper galvanisant. Enfin, c'est quand j'utilise cet outil, je suis dans un état de flow. Je donne la parole, je mets en valeur les gens, on discute, on apprend à se connaître, on lit à travers les lignes. Alors pourtant, c'est un média sonore, mais il y a quelque chose de très intime aussi dans la confession. Alors, c'est pas c'est pas des secrets, mais je trouve cet outil, fabuleux, d'un point de vue, confidence, don de soi, parce que finalement, les gens ne sont pas gênés par l'image qu'ils vont renvoyer ou freiner, ils ne vont pas jouer un rôle. La voix a ce pouvoir d'être honnête, brute, Mmh. chaque mot compte, en tout cas ceux qui sont donnés et échangés. Et à mon sens, et pourtant à la base, je ne suis pas une auditive, comme je te l'ai dit, euh, les mots sont importants. Les mots ont une influence et un pouvoir sur Mmh. celui qui écoute. Et j'imagine que toi, quand tu penses à des paroles que tu as reçues petite ou en tant que femme, dans Mmh. ta vie professionnelle, eh ben, tu vas plutôt te souvenir de ce qu'on t'a dit ou pas dit, plutôt que ce que tu as vu ou pas vu. Et Mmh. après, ça dépend de chacun, encore une fois, si tu es visuel, etc. Mais ouais, avec le recul, pour moi, c'est un super média thérapeutique un peu, j'ai Mmh. l'impression, en tout cas pour les interviewés, de permettre, de regarder dans le rétro tout ce qu'on a accompli et tout ce qu'on apporte finalement. Et finalement, il t'appartient plus. Une fois qu'il est, enfin, comment dire?
une fois qu'il est enregistré, qu'il est mis sur une plateforme, il t'appartiendra d'un point de vue légal, bien évidemment, mais tu sais pas le chemin. En fait, c'est un peu comme du patrimoine immatériel, tu vois. C'est-à-dire que ton message, il, il peut être multiplié, envoyé à tout le monde et inspirer tellement de personnes, en fait. Et je trouve ça, c'est beau que quelque chose que je crée, que je mets à disposition, puisse perdurer dans le temps et servir et impacter des gens. Tu as évoqué le concept de flow. Mm. Heu, Est-ce que tu veux bien le définir pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est et justement pour les aider aussi à peut-être, trouver, le leur? Oui, alors comment on pourrait définir ça? Alors, c'est une sensation, hem, je ne saurais même pas le décrire en fait. C'est un endroit, une activité, que l'on fait, qui permet de débrancher le cerveau. C'est comme ça que je pourrais le traduire, c'est-à-dire Oui, que quand j'enregistre un podcast, je réfléchis pas, je suis à ma place, c'est fluide, ça se passe en fait, c'est vraiment fluide, c'est ça. Je pense que je pourrais le traduire par ce mmh, mot-là. Comme, quand j'étais petite, je dessinais et ben, à ce moment-là, j'avais comme, alors on peut appeler ça transe, mais c'est un peu catégorique, mais oui, c'est-à-dire qu'on réfléchit plus, on sait plus vraiment, on a les yeux qui se brouillent, on dessine et notre esprit vagabonde, il oui, est bien, tu reconnecté et puis je sais pas, c'est ouais, je pourrais dire que c'est la fluidité et la légèreté, oui. la simplicité. C'est, une activité alors j'ai des amies qui font du yoga, c'est leur état de flow. Elles sont bien, elles Mmh sont mh. à leur place, c'est fluide, elles ont pas besoin de réfléchir à ce qu'elles sont en train de faire. Je crois que c'est ça. Oui. Il y a aussi souvent, bah, dans la définition, il y a un côté, activité où on sort du rapport au temps, où Oui, c'est ça, on oublie complètement. le temps qui passe, les gens qui restent, voilà, comme tu disais, dessiner des heures et des heures et qui disent: «J'ai pas vu le temps passer». C'est ça, exactement. Ah ouais, c'est exactement ça, on voit pas le temps passer, limite on est un peu triste quand ça se termine et c'est des périodes qui peuvent être très courtes, hein, mais qui sont régénératrices. Sur les interviews que tu as faites, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui t'ont marqué particulièrement? Heu, oh, il y en a beaucoup. Il y en a Oui, je me beaucoup, doute. il y a eu des résonances énormes, envers ma vie ou mes interrogations. Il y a eu des moments, émotionnels aussi quand j'aborde, la question de: «Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust?» Ce petit quelque chose qui vous ramène dans le confort, la douceur. Il y a eu, bah, des partages intimes sur des personnes disparues ou, sur des odeurs, heu, oubliées, des plats que la grand-mère faisait et Ouais. cetera. Ouais, ça touche vraiment à l'intime et ce qui me touche, alors je pourrais pas te donner un exemple précis, d'une part parce que je me souviens pas de tout et effectivement, enfin, je le reconnais. Hem, mais en plus, c'est des gens que je connais d'un certain prisme, alors pour la plupart, et qui se sont confiés sur des facettes que je ne connaissais pas et finalement, la vie personnelle et professionnelle est intimement liée et je crois que c'est ça qui m'a le plus marquée. De voir comment une facette répondait à l'autre, pouvait se dissocier un jour, pouvait s'entremêler le lendemain, comment, enfin les impacts sur les différentes sphères de la vie et puis surtout, ouais, ce qui m'a le plus marqué, je crois que c'est, la force à la fin de chaque interview de cette sérénité, cet alignement, même il y a beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui ne font absolument plus ce qu'elles faisaient à l'époque, des interviews, qui ont fait un autre changement de vie pour quelle que soit la raison. Hem, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu des photos au moment T, de leur vie, un bilan un peu, alors c'est pas un bilan de compétences, hein, Mmh. mais c'est un bilan de vie, de compétences de vie, de savoir, rebondir et s'adapter. Ouais, je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué et de me dire, bah, parfois, quand je doute ou quand je m'interroge, je me dis: «Bah, faudrait peut-être que je réécoute quelques épisodes quand même». Dans tes invités, il y a, eu pas mal de gens qui sont venus témoigner sur la question du sens dans leur vie. Quel est ton regard, toi, aujourd'hui, sur cette question-là? Ah! Et oui, c'est dur les questions, hein.
Non, 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 c'est chouette. De trouver du sens à sa vie, Ouais, je pense que, c'est fondamental. Parce que si ce que tu fais dans ta vie ne résonne absolument pas avec tes valeurs personnelles, et bah, il va y avoir un problème à un moment donné. Soit et généralement c'est le cas sanitaire, j'allais dire, de santé. C'est généralement, le corps qui crie, au enfin, secours. ouais, en fait, le problème, c'est que c'est le dernier maillon qui Oui. saute. Au départ, ça va être, des mots, des petits mots, d'être tout le temps malade, d'être tout le temps fatigué ou alors, de l'incidence sur la sphère personnelle ou, et cetera et puis au fur et à mesure, si on n'écoute pas, ben, c'est le corps qui va lâcher, clairement. C'est le dernier rempart. Donc je pense sincèrement et surtout, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, on va dire, allez, depuis 5 ans, parce que Ouais. je pense qu'on vivait un peu dans une bulle avant, mais hem, je pense vraiment que si, on ne trouve pas de sens à ce que l'on fait, et je parle vraiment de faire, hein, pas d'être, et ben, ça peut être très compliqué sur le long terme et surtout, je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental, enfin, il est urgent de s de se recentrer un peu sur soi. Bah, encore une fois, je l'ai abordé tout à l'heure, par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est facile de regarder ce que fait l'autre et de l'envier et de dire: «Ah bah, lui ou elle, elle part en vacances, il ou elle a un corps sublime et il ou elle peut se permettre, machin, a fait ça, elle est» on montre bien déjà ce qu'on veut. Mmh mh. Là, on parle de vitrine, hein. On parle pas de ce qui est de l'arrière-boutique et de tout le travail et de toutes les concessions qu'il peut y avoir, donc ne pas se comparer, ça c'est sûr. Et trouver du sens dans sa vie, c'est, hem, être en harmonie. Alors, c'est pas être joyeux tout le temps, c'est pas du bonheur tout le temps, mais en tout cas, de se dire: «OK, est-ce que ce que je fais, ce que je dis, est en accord avec mes propres valeurs?» Pour pas qu'à un moment donné, bah, comme je te le disais, bah, tu aies envie de tout envoyer valser parce que c'est ça le risque, c'est qu'au bout d'un moment, la cocotte minute, elle est pleine, enfin, ça peut partir et impacter n'importe quelle sphère ou toutes les sphères de votre vie, enfin Mmh mh. donc, c'est plutôt, notre responsabilité. Je pense vraiment que c'est ça. Il faut être responsable de ses propres choix et de dire: «OK, alors, pour un temps, je peux faire cette activité qui me rapporte moult et qui nous permet de faire ci, ça, c'est OK». Si on se donne une deadline en disant: «OK, bon, bah, c'est pas parfait, ça correspond pas à ça comme valeur», hem, mais il y a un moment donné, ça pourra plus fonctionner en fait, Mmh. en fait, tes valeurs et ce que tu es te rattrapera toujours. Mmh. Ça, c'est ma conviction. On n'est pas obligé de la partager, hein, mais Non. hem et il faut pas oublier que ça impacte après la santé. Voilà. Tu me Je sais pas disais si que j'ai pour répondu à ta si, question. c'est intéressant, parce que moi, c'est une question que j'évoque beaucoup avec les personnes que j'accompagne. Alors moi, je radote pas mal de choses, mais c'est bien d'entendre aussi, une autre personne Mmh. et en fait, il faut aussi se reconnecter à qu'est-ce qu'on a envie de faire, à quoi on Mmh. aspire, pourquoi on dans quel domaine on a aussi, dans quel domaine on est bon et performant, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Ouais, c'est Qu'est-ce ça, la qu'on a notion de envie? plaisir. Mmh. Ouais, qu'est-ce qu'on a besoin? Et effectivement, il y a des fois des choix qu'on peut faire, qui sont temporaires et on sait que c'est un tremplin aussi pour après. Mais, effectivement, si on fait quelque chose qu'on n'a pas envie, qui nous fait pas plaisir, effectivement, ça tient, un temps. Donc, Tout à fait. Ouais, ouais. ouais, ça, je suis d'accord avec toi. La notion de plaisir est très importante et en France, on a dissocié le travail et le plaisir. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps, «Travaille à la sueur de ton front, gna gna gna» et en fait, on a vu la notion de travail comme une contrainte et ça doit être dur pour que tu réussisses, ça doit être dur pour avoir ce que tu dois avoir. Alors que je pense sincèrement que si tu prends du plaisir, alors peut-être pas tous les jours, il y a des jours où tu as pas envie, il y a des jours où peut-être que tu es contrarié pour telle et telle raison, mais il y a cette notion de plaisir et je pense aussi, et alors peut-être que c'est très personnel, il y a aussi, je pense, cette notion de laisser une trace. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser si c'est plus moi après ensuite? Ou qu'est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Ou alors c'est pas de l'ego mal placé, attention, Non. mais c'est de dire: «OK, je participe à quelque chose qui est plus grand que moi». Ouais. Tu me disais aussi, pour, préparer,
rapidement l'épisode, que pour mettre en place un projet, tu m'as dit: «J'ai une idée, je cherche, si ça se fait, tant mieux et sinon, tant pis». C'est ton mode d'emploi, projet, mais voilà, j'aimerais bien que tu nous le partages. Ouais, bah, je peux paraître pour une folle, hein. Non, non, en fait, je sais pas comment ça se passe, dans ma tête, mais c'est vrai que souvent, une idée germe, ou soit au gré d'une rencontre, soit, par Toute seule. simple réflexion, quoi. Une idée germe dans ma tête et je me dis: «Ah ouais, ça doit être trop bien de faire ça, j'adorerais», et puis du coup, je fais des recherches quand même. Déjà, je m'écoute. Je me dis: «Attends, c'est sympa ou c'est pas sympa dans mon corps? Qu'est-ce que c'est, enfin, comment ça résonne?» Après, je fais des recherches, sur, comment on appelle ça? Sur internet, sur les réseaux sociaux et cetera, comme une base de données, une veille. Je regarde, ah ouais, ça existe un peu, mais pas sous cette forme que j'ai imaginée, ou, ah OK, ça n'existe pas, mais pourquoi ça n'existe pas? Et cetera. Et puis, bah, si ça n'existe pas ou pas la forme dont je l'ai imaginé, bah, je me dis: «Bah, alors comment je pourrais le faire si je devais le réaliser?» Et donc, je commence à faire, mon petit QQOCP, je commence à Mmh. voilà, à faire mon petit business model, mon business plan, pourquoi je ferais ça, pour qui, comment ça fonctionnerait, mais vraiment sur de l'hypothétique, et j'avance comme ça en mode projet, et si je vois que ça prend de matière et que vraiment, c'est fluide, ou alors, que c'est faisable, et ben, je dis: «OK, alors de quelles ressources j'ai besoin? Est-ce que c'est des financières, humaines, et cetera?» OK, donc si j'ai besoin de ressources humaines, je vais aller chercher des prestataires sur Instagram ou sur LinkedIn, et je monte le projet comme ça. Et puis ce qui s'est passé, j'ai eu cette idée folle de créer une application, kids friendly, qui a vu le jour, mais bon, voilà, c'était dans le cadre d'un projet, d'un développement de projet qui était beaucoup plus gros, ce que je pouvais réaliser, en temps et en heure. Donc je l'ai mis en veille, bref. Mais du coup, je suis allée au bout du process, j'ai contacté la région, je suis allée rencontrer la communauté de communes, je suis allée poser des questionnaires dans les parcs pour enfants, j'ai contacté quelqu'un qui savait faire une application, voilà. Mmh. Donc en fait, ouais, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que ça naît d'une idée et je me dis: «Bah, why not?» Et puis, en fait, pour moi, rien n'est irréalisable. Donc du coup, je me dis: «C'est fun, ça m'amuse, j'ai envie de le faire, oui, OK, bah alors go». Voilà. Ce Un que peu j'aime bien, c'est qu'il y a un lien, idée-action ouais, et tout le que, temps. tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, mais qui attendent avec leurs idées et ce que j'aime chez toi, c'est que tu vas même si des fois tu disais: «Bah, des fois ça va pas plus loin ou ça se fait pas», Tout à mais fait, au moins tu es allé voir, contacter, voir dans le concret, en fait et tu passes de l'idée, au concret pour voir si c'est faisable. effectivement faisable. Ouais, alors c'est très juste, j'ai cette capacité, je crois que ça vient peut-être alors et de ma personnalité et de l'éducation que j'ai reçue, mais aussi, bien évidemment, de mes études de commerce et de mes expériences commerciales. C'est-à-dire que vu que j'aime la rencontre, j'ai pas peur d'aller contacter des gens que je connais pas. Et puis je me dis: «Oui», alors j'en ai fait plein de projets sur des papiers et des carnets, j'en ai à l'appel, hein, parce que moi j'ai beaucoup d'idées. Heu, Ça peut être épuisant pour les gens qui vivent avec toi, mais j'ai toujours des idées, tout le temps, et ben, oui, ben, en fait, je me dis: «C'est tellement dommage, la vie, elle est tellement courte», et effectivement, on peut avoir un problème de santé du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Enfin voilà, on ne sait pas quand le décompte il s'arrête, et je me dis: «Beh, si ça peut être fun d'essayer quelque chose, de kiffer sur le moment et qu'en plus ça serve à des gens, bah, allons-y, on essaye», et puis il y a énormément de projets qui ne verront et qui n'ont pas vu le jour, enfin, tu vois, il y a pas de sujet là-dessus. C'est-à-dire que des stratégies, on peut en faire à l'appel. On peut écrire des business models à l'appel. On peut Mmh. avoir des plans de financement sur 3 ans, et cetera. Heu, mais si ça reste dans votre, bu sur votre bureau ou dans un carnet, en fait, enfin, c'est dommage quand même. Alors après, il y a Mmh. des gens qui fonctionnent comme ça et c'est très bien. Il y a, mais par exemple, si vous avez le projet, enfin, vous aimez écrire, vous avez commencé à écrire un livre dans votre ordinateur et vous gardez le script comme ça, sans l'envoyer et prendre le risque que ça fonctionne. En fait, c'est ça la peur qu'il y a derrière. C'est prendre le risque que ça fonctionne. C'est pas d'échouer. Mmh. Parce que en fait, finalement, «d'échouer» entre guillemets, c'est en le laissant dans le placard. Ouais. Et souvent, j'ai cette image de me dire: «Mais quand je serai une vieille mamie», et je le souhaite d'être un jour une vieille mamie, me dire je regarde et me dire: «Mais
Ah ouais, mais j'ai kiffé, ah ouais, j'avais commencé à faire ça n'a pas fonctionné et je me vois, parler avec, je sais pas, mes enfants, petits-enfants, peu importe, ou des copines à les maisons de retraite, tu vois? Et de me dire: «Mais ah ouais, mais j'ai une vie, alors peut-être, pas stable au sens, commun du terme sociétal, très rangée, très, voilà, mais en tout cas, j'ai kiffé, je me suis amusée, j'ai essayé». En fait, c'est ça, je crois que c'est ça qui Essayer. m'anime. J'ai essayé et puis, voilà, on verra bien si ça fonctionne. Tu as évoqué un petit peu plus tôt dans l'épisode le dépassement de soi. C'est quoi ta définition à toi? Hem, c'est comme un challenge, je dirais. C'est-à-dire que, c'est facile, alors c'est une phrase qui ne m'appartient pas, mais c'est toujours, cette phrase aussi, de se dire: «C'est toujours facile de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent». En fait, je crois que c'est Einstein qui avait dit ça, je crois et c'est ça, en fait, c'est-à-dire le dépassement, se dire: «OK, bah, j'ai essayé ça une fois, 2 fois, bon ça fonctionne». Imaginons la course à pied. Je vais Ouais. essayer de faire un 10 kilomètres. Si je sors et que je fais toujours 6 kilomètres, bah, atteindre 10 kilomètres, ça va être compliqué et sachant qu'au bout de 6 kilomètres, j'en peux plus. Soit c'est dans la tête et de me dire: «J'arriverai pas à faire plus, 6 c'est déjà bien», soit, tu vois, soit des excuses: «J'ai mal aux jambes, machin, j'ai le truc qui gratte» et tout ça. Mais il y a un moment donné où passer juste cette petite marche de sortie de zone de confort ou de zone d'habitude, je dirais plus, et ben, ça, déjà, on est hyper fiers de soi, même si on n'atteint pas les 10 kilomètres. C'est-à-dire qu'on fera peut-être 6,5. Mais de dire: «Ah ouais», il y a un moment donné, je crois que le dépassement, tient du mental. Alors, soit on l'ouvre, soit on le ferme et on met les écoutilles. C'est-à-dire que, ben, il y a un moment donné où faut, ben, c'est pas un joli terme, mais il faut se faire, violence. J'aime pas ce terme-là, mais parce qu'il y a pas de douleur dans ce terme-là. Mais, de dire: «OK, j'ai peur, mais j'y vais», en fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, j'ai peur. J'ai peur, beaucoup, souvent, de pas mal de choses, mais c'est des peurs qui sont irrationnelles, c'est des peurs de confort. C'est des peurs, de dire, «Mais je connais pas, en fait, donc j'ai peur». Et donc si j'arrive à me dire: «Allez», mais ça dure 30 secondes. C'est-à-dire, il y a un moment donné où j'essaie d'éteindre mon mental, mon petit hamster et de dire: «OK, bah, tu réfléchis pas, tu le fais». Et là, je passe un step. Et donc là, c'est ce que j'appelle moi, pour moi, ma définition, c'est ça, c'est ce petit shift mental de l'avoir éteint 30 secondes et ça te permet de passer, une marche supplémentaire, le step supplémentaire et Génial. la fierté qui va avec. Non, mais c'est vrai, parce que même si ça marche pas comme tu veux, mais tu es tellement fier de l'avoir fait. Moi, pendant des années, j'ai eu peur de téléphoner. C'est quand même con pour une commerciale quand même, tu Ouais. vois? De téléphoner, mais même, à un restaurant pour réserver. Enfin, et il y a un jour, je me suis dit: «Mais tu sais quoi? Au pire, tu raccroches, en fait». Oui. Tu téléphones, tu raccroches et tu as trop peur, mais la personne, elle peut pas te manger, elle est à l'autre bout du fil, et donc petit à petit, bah, tu vois, même pour me dépasser, j'ai travaillé, j'ai fait une mission, en client mystère, téléphonique. Alors là, Ah! bah, tu es obligé de téléphoner, à Eh plein de ouais, lieux, avec des gens que tu ne connais pas. En plus, tu as un script, donc tu joues un rôle, donc c'est ça aussi, qui aide aussi à dépasser. Et puis, voilà, et puis, une fois que c'est fait, bah, ça fait partie de l'habitude. Du coup, c'est plus une zone d'inconfort. ouais. C'est une zone de confort vu que tu l'as dépassée. Mais oui. Qui sont tes personnes inspirantes, à tes yeux? Est-ce que tu as des rôles modèles? Ouh là, non, j'ai pas, je pourrais pas dire telle ou telle personnalité parce qu'on ne connaît qu'une facette de ces gens-là. Ouais. Oui, j'adore Frida Kahlo, j'adore, voilà, mais je connais qu'une partie de sa vie relatée par les livres, les films et ses peintures. Hem, non, je crois que moi, les personnes que j'admire, c'est les gens qui se dépassent et qui osent. Vraiment. C'est pas, pour faire du blabla sur ton podcast, c'est vraiment de me dire: «Ah waouh, cette personne, elle a osé», comme la jeune fille qui a fait de la voile, alors j'ai mangé, son prénom malheureusement. Violette, je pense. Voilà, ouais, et qui a 23 ans et qui part toute seule, enfin, moi je me dis: «Waouh! Ah ouais, elle envoie quand même»,
Ou alors quelqu'un, je l'ai interviewé dans un de mes podcasts, Maher, qui est franco-libanais et qui dit j'avais un poste confortable à Paris et du coup, je reprends les vignes de mon père et je crée un domaine au Liban. Enfin, je crois que c'est ça qui m'inspire le plus, c'est les gens qui osent réaliser leurs rêves ou réaliser un projet alors qu'ils avaient, de mon point de vue, une situation confortable. Ils auraient pu choisir une autre voie qui, selon moi, était plus confortable, enfin, voilà, moins risquée, si je peux dire. Ouais, non, je crois que c'est ça. J'ai pas une personnalité à part, voilà, je te disais Frida Kahlo. Ouais, j'aime beaucoup le personnage de ce que j'en connais. Il y en a plein dans l'histoire. Néanmoins, non, c'est plutôt les gens qui osent aujourd'hui lancer des trucs. La femme qui a créé Green Got aussi, qui est une nouvelle banque, etc. Enfin, je me dis waouh, ouais, ça en va, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une recommandation de vin pour l'été? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à Exactement. conseiller avec modération. Alors, un vin, alors je vais te donner une référence ensuite, mais surtout Ouais. un vin que vous allez partager, ça c'est très important. Vous ne buvez pas seul, hein, surtout. Un vin qui sera à la bonne température avec les bonnes personnes et sur un super moment. Ça, Ouais. et peu importe la référence et peu importe la couleur. Top. Alors si, choisis le bio, s'il te plaît, à minima. OK. Et puis un peu frais quand même parce que alors ne mettez jamais de glaçons dans votre verre de vin, s'il vous plaît. Et à tous les restaurateurs qui ne faites pas un rosé piscine, c'est un scandale. On met pas de glaçons dans du vin. Enfin, voilà. Et sinon, en termes de alors soit un rosé de Provence, Côte-d'Aix, un Côte-d'Aix, ça peut être bien, en Côte de Provence, soit un Chenin de Loire en vin blanc. Trop bien. Voilà, mais surtout accompagner des bonnes personnes en mangeant un petit quelque chose quand même et modérément. Génial. Tu m'avais demandé, quand j'étais venue intervenir dans ton podcast justement, quelle était ma Madeleine de Proust Mmh. et moi j'aurais voulu savoir c'est quoi la tienne? Ouf. Hem, J'en ai 2. Bah, tu as le droit aux 2. Ouais, la burrata. La burrata l'été avec des bonnes tomates cœur de bœuf, une bonne huile d'olive et un peu de fleur de sel. Ouais, la burrata, c'est ma came. Et puis vraiment, c'est l'été, voilà, c'est douillet, c'est rond, à l'image de la burrata, crémeux. Et l'autre, ce serait une odeur. J'adore l'odeur de la pluie sur la terre qui a été chauffée ou le sol qui a chauffé en pleine journée. Tu vois, sur le bitume, ou sur la terre, cette odeur-là d'un orage d'été, je dirais. OK. Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais partager? Voilà, 3 conseils que tu répètes un petit peu toujours, tu vois? Ouais, j'ai dû pas mal en plus en répéter là. Oser, même si c'est difficile, même si ça va chercher loin, dans notre inconfort. Mais oser au moins des petites choses, hein, en passant par alors on parle de la théorie des petits pas, mais oser même, aller à une soirée, même si vous connaissez personne, un after work, au bout de la rue, alors que vous êtes jamais allé, vous venez de déménager, sonner chez vos voisins. Enfin, c'est des petites choses qui n'ont pas beaucoup d'incidence sur votre vie, mais c'est l'épreuve en fait, de dépasser. Ouais, donc je dirais oser, être entouré aussi, choisir, d'être, entouré, se faire entourer, accompagner. Pour moi, c'est très important que ce soit d'être entouré par des amis, bien évidemment, de faire appel, à de l'aide si on a besoin et des thérapeutes, que ce soit des thérapeutes, j'allais dire, médicaux classiques ou de la thérapie alternative. Faites-vous même, prof de sport et cetera. Mmh. Trouver cet appui-là, ces aides extérieures et cet accompagnement. Ça peut être des coachs effectivement. Moi j'ai fait appel plusieurs fois, au cours de mon parcours, à des compétences, de coach. Et le troisième, amusez-vous. Ouais, amusez-vous, tant que vous pouvez en fait, tant qu'on peut, que ce soit,
à une activité pour revenir à enfant, danser sous la pluie, faire des roues et des arbres droits alors qu'on sait même plus trop comment lever la jambe, parce qu'on perd de la souplesse. Heu Essayer, je sais pas moi, ouais, amusez-vous, ne faut pas se prendre au sérieux. Déjà que la vie, elle est compliquée. On est dans des rôles aussi, alors pour ma part, des rôles parentaux, d'éducation, on est un peu partagés entre des fois de rigoler et puis d'être le cadre et cetera. Heu, enfin la vie, elle est déjà compliquée, que ce soit financièrement, avec le contexte économique, j'entends, le contexte international, enfin, je vais pas plomber le podcast, mais c'est si on commence à regarder, c'est pas simple, enfin, mais si on s'amuse au quotidien, déjà, on vibre autre chose, on vibre plus de joie, on est bien dans ses pompes, on partage. L'amusement fait qu'on partage aussi à l'autre. On arrête de rester chez soi, derrière son écran, à ressasser, à ruminer, ouais, j'aurais dit ça, oser se faire entourer et s'amuser. Où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast? Sur Spotify et Oui. Apple Podcast, non et sur YouTube parce que je voulais aussi que les gens n'aient pas besoin de payer pour l'écouter. Donc ça s'appelle Artisence, voilà, il y a un compte aussi Instagram, qui rassemble, toutes mes facettes, voilà. Je mettrai dans la description. Ouais, ça marche, avec plaisir. C'est l'heure de notre conclusion. Ouais. Donc il y a voilà, elle est libre. C'est le dernier message que tu as à faire passer et la seule indication, c'est de terminer par le titre du podcast, «N'oubliez pas de rêver». Donc je Et t'écoute. bah, non, mais je reprendrai ce que je t'ai dit, c'est vraiment, oser, vraiment oser de, vous faire plaisir, oser, appeler cette personne, oser envoyer ce message, oser, créer quelque chose et n'oubliez pas de rêver. C'est important. Génial, merci beaucoup Marie-Astrid. Merci à toi, Lucie. À bientôt. Bonne journée, à Bye bientôt. bye. Bye bye.